Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire numéro 4 consacré à la méthode de Singapour et à l'enseignement explicite. Le sujet aujourd'hui, c'est la numération et les opérations. Je précise deux choses. La première, c'est que j'ai fait un webinaire spécial avec Didacto, qui est un concepteur de jeux pédagogiques et de matériel que nous mettons en lien sur la bio de nos réseaux sociaux, Insta et Facebook. La deuxième chose, c'est que j'avais prévu à l'ordre du jour de ce webinaire de parler du calcul mental. C'est trop dense, donc j'ai dû y renoncer. Si vous souhaitez que j'organise un webinaire spécialement sur le calcul mental, qui est vraiment une priorité des nouveaux programmes à ce qu'il semble, n'hésitez pas à me le demander, à nous le demander, et on trouvera une date supplémentaire d'ici la fin de l'année. Je commence donc la présentation. Je vais partager. La numération et les calculs, ce n'est pas l'aspect le plus connu de la méthode de Singapour, mais néanmoins, c'est un aspect très très intéressant et ça montre vraiment à quel point, quand on rentre dans le détail de cette méthode, on se rend compte à quel point elle est géniale et très réfléchie et dans le moindre détail. Je vais essayer de vous faire partager mon enthousiasme, mais c'est vrai qu'en préparant ce webinaire, j'étais moi-même bluffé. Alors, premièrement, des généralités. Les nombres, dans l'enseignement primaire, on va les associer à plusieurs compétences. La première, c'est évidemment quantifier, c'est la dimension cardinale des nombres. La deuxième, c'est identifier, la dimension ordinale. La troisième, c'est mesurer, ça va permettre d'utiliser les différentes mesures, que ce soit les longueurs, les masses, la monnaie, etc. Estimer, une dimension parfois négligée et qui est très importante à Singapour. Et puis nommer, c'est la dimension numérale. Pour être parfaitement clair, je ne vais pas trop insister aujourd'hui sur la dimension ordinale ni la dimension numérale, parce que comme il y a déjà beaucoup de choses à dire, je vais me concentrer sur les aspects les plus originaux de la méthode de Singapour. Donc je vais surtout insister sur quantifier, mesurer, estimer, et évidemment calculer. Alors les principes pédagogiques que nous allons mettre en œuvre ici pour parler de la numération et des calculs, c'est premièrement, c'est comme le plan de ce webinaire, si vous le souhaitez, c'est la numération et plus précisément la valeur de position, à savoir comment est-ce qu'on enseigne aux élèves sur le temps long le système décimal, avec la multiplication par 10 quand on écrit des nombres de plus en plus grands à gauche et puis à droite à partir des décimaux. Ensuite, le calcul posé et ce en quoi la manipulation va être importante. Et je vais faire un focus particulier sur la ligne numérique, qui vraiment fait l'objet d'une attention particulière par les concepteurs de la méthode de Singapour, mais aussi par Monica Nigoy et Chantal Critter, qui l'ont adapté au programme français. Donc, je rappelle ce principe de base que vous connaissez normalement déjà, la dimension concrète, imagée, abstraite de la méthode de Singapour, qui consiste à manipuler des outils que je vais présenter, à les représenter ensuite sur les fichiers de façon de plus en plus abstraite avant d'arriver à l'abstraction des symboles. Et là, vous allez voir que ce webinaire illustre parfaitement ce principe. Donc, l'intérêt de la démarche concrète, imagée, abstraite, formalisée par Jérôme Brunner, c'est qu'on fait un chemin progressif vers l'abstraction, ce qui va permettre de donner du sens au nombre, que les élèves se représentent visuellement, sensoriellement, les grandeurs, les quantités, les notions, grâce à la manipulation et à la visualisation. En conséquence, on va toujours partir du concret et manipuler jusqu'au CM2, comme je vais vous le montrer aujourd'hui. Et pour chaque séance, on va dire, pour chaque même notion, on va avoir cette démarche en 3 temps: manipuler, représenter, abstraire. Le principe d'enseignement général sur la numération, mais aussi sur les autres sujets, c'est qu'on va d'abord viser la compréhension, ce en quoi la manipulation est très importante, la représentation, les symboles, comme je viens de le dire.
On vise la compréhension des notions. Puis au fur et à mesure, on va mener à la consolidation en allant du simple au complexe avec une variété de situations. Et puis, le but de l'enseignement, c'est le transfert. C'est une fois que la compréhension a été consolidée, à quel moment les élèves sont capables de les transférer à des nouvelles notions. Et s'il y a bien quelque chose à retenir de la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, c'est l'extrême cohérence des représentations, des approches, des mots utilisés, le soin dans la maquette avec lesquels les élèves vont se familiariser avec les situations mathématiques, va faciliter ce transfert. Alors, je fais une petite introduction générale sur le CP, parce que c'est quand même un cas un peu particulier, le CP. On n'arrive pas encore à la valeur on arrive à la valeur de position lentement, et on va introduire simultanément, si vous voulez, ce qu'on appelle la numération, à savoir donc le fait de comparer des nombres, de les ordonner, et les calculs. Alors que dans la présentation, je vais séparer les deux. Je vais d'abord parler de la numération et ensuite des calculs, sauf que en l'occurrence, au CP, les deux se mélangent au début, raison pour laquelle je le présente séparément. On a 4 unités consacrées à la numération au CP, pas moins de 4. D'abord les nombres de 0 à 10, ensuite les nombres jusqu'à 20. Vous voyez avec le temps qu'on prend pour bien faire les choses et pour bien installer les notions, ce qui peut surprendre certains d'entre vous, hein, parce qu'on a plutôt tendance à aller plus vite en numération au CP. Le choix de la méthode de Singapour, c'est de s'attarder vraiment sur les petits nombres pour avoir des fondations solides. Ensuite, on va avoir une troisième unité, les nombres jusqu'à 69. Ça, c'est une création que nous avons faite sous la direction de Monica Nigoy pour adapter à la spécificité de la langue française. Évidemment, 69 qui arrive dans la quatrième unité, donc les nombres à partir de 70, 71, 80, 90, 91, etc. Au CP, on va raconter des histoires à partir de situations mathématiques. On va raconter des histoires de nombres. Alors évidemment, au début, on va quantifier, dénombrer des quantités. On va comparer ces quantités. On va utiliser les cubes, dont on va beaucoup reparler, pour comparer, pour dénombrer, pour représenter, pour modéliser. Ici, on va représenter des écureuils avec des cubes orange et puis des souris avec des cubes gris. Et puis, on va apprendre au fur et à mesure aux enfants à raconter des histoires de nombres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il y a 6 enfants, il y a 4 filles et 2 garçons, il y a une fille qui a des lunettes, il y a 4 enfants qui lisent, il y a 2 enfants qui jouent. Tout ça, c'est l'occasion pour les enfants de raconter des histoires de nombres et de comprendre qu'il y a une distinction à faire entre partie, partie et tout. On n'a pas encore parlé d'addition, on n'a pas encore parlé de soustraction, mais on est en train de modéliser pour les enfants la, la notion de partie qui forme un tout, qui est évidemment essentielle pour combiner des nombres. Pas très original, vous me direz jusqu'à présent. J'avance juste. Vous voyez que dans le matériel que je vais vous présenter, dans les représentations que je vais vous présenter, on va toujours les mettre en lien entre elles. Donc ici, on a une colonne, on va dire, de cubes bleus. Il y en a 8. On fait une famille de nombres. 8 plus 0 donne 8. On ajoute un cube rouge. Ici, on a donc les deux sous-parties, une partie qui fait 7, une partie qui fait 1, qui forme 8, etc., etc. De la même manière, on va utiliser la boîte de 10, popularisée par Rémi Brissot. Pour les familles de 10, je peux aussi utiliser les boîtes de 10, qui vont être utilisées plutôt au CP et en grande section maternelle, et pas beaucoup après, mais on va rentrer dans le détail. Voilà, je voulais juste faire cette petite introduction sur les CP pour que vous voyez qu'ici, on va à la fois on va aborder la numération avant la dizaine par les liens entre les nombres, par les familles de nombres et par la relation, pour que les enfants se fassent une représentation familière des parties et parties tout à l'intérieur de 10. Et aussi, pardon, sur la dimension concrète, c'est-à-dire le fait de raconter des histoires, de familiariser les enfants avec le fait qu'une opération mathématique, une addition, une soustraction, c'est une histoire. Alors maintenant, première grande partie de ce webinaire, je vais vous parler de la valeur de position. Ce qui est important, c'est de comprendre que
pour enseigner aux enfants la valeur de position, il y a un choix stratégique de représentation. Elles sont peu nombreuses, elles sont récurrentes et ça donne à la méthode de Singapour sa grande cohérence. Premièrement, j'en ai parlé, la boîte de 10, qui va aller principalement en grande section au CP et puis un peu moins au CE1. La boîte de 10 va être une première approche du système décimal, puisqu'on va aborder la dizaine sous cette forme. Et on va ici, évidemment, pouvoir faire des calculs à l'intérieur des 10 en voyant très clairement les compléments à 10. Ensuite, les fameux cubes que j'ai apportés ici. Les cubes vont être beaucoup utilisés au CP et au CE1, aussi en grande section, pour construire des dizaines, construire des unités. On va y revenir évidemment car on va s'en servir vraiment dans les calculs posés. Troisième représentation, les cartes nombres. Les cartes nombres inspirées par Maria Montessori qui permettent aux élèves de construire grâce à la valeur de position des nombres. Ici, on fait 403 et on va faire 400 plus 3 égale 403. On va ainsi superposer les nombres. On va évidemment parler du matériel de base 10, qui est encore un niveau d'abstraction supplémentaire, parce qu'ici, dans le matériel de base 10, on ne peut plus séparer toutes les unités. Il y a des plaques de sang, il y a des barres de dizaines. Alors certes, on peut les encastrer pour faire des calculs, mais on a un niveau d'abstraction supplémentaire. Alors ici, on va s'en servir au CP, mais ça va surtout se généraliser au CE1. Et puis, on va les garder cette représentation jusqu'au CM2. Je vais vous montrer quelques exemples, même si ça se raréfie, bien sûr, au fur et à mesure. Et puis, une représentation qui n'intervient que à partir du CE2, mais qui, elle, va être très, très importante jusqu'au CM2, c'est les disques nombres. On arrive ici à un niveau d'abstraction supplémentaire, hein, puisque dans un disque avec le nombre 10 qui est écrit, on ne peut pas visualiser les 10 unités. Il faut simplement lire le chiffre qui est écrit sur le disque. Ici, on va pouvoir quand même faire 110 au fur et à mesure quand on va devoir faire des opérations ou représenter des nombres. Ces disques nombres vont également permettre d'aborder les nombres décimaux, et là aussi, on va en parler un peu plus précisément. Alors, un petit focus sur la boîte de 10. Au CP, c'est grâce à la boîte de 10 que les enfants vont dénombrer les quantités jusqu'à 10. Et ici, on voit bien qu'ils ont été mis dans l'ordre et qu'on voit leur progressivité. Je précise une représentation, hein, on associe à chaque fois le nombre écrit en lettres cursives. Ça, c'est au CP. Ensuite, vous voyez, on arrive jusqu'à 10. Dans la deuxième unité consacrée à la numération au CP, on va prendre les dizaines et on va y ajouter une unité pour faire 11, 2 unités pour faire 12, 3 unités pour faire 13. Et vous voyez ici, ça va être récurrent dans mon webinaire, qu'on associe déjà une deuxième représentation qui sont les cartes de numération et que Maël utilise pour représenter et se dire que 12, c'est 10 et 2, ce qui à la fois manifeste dans la représentation avec les boîtes de 10 et à la fois les cartes de numération. On va aller dans une troisième unité jusqu'à 30, 28, 29, 30. Vous voyez, on va à chaque fois utiliser ces dizaines dans les boîtes de 10. Et même au CE2, le dernier exemple que j'ai pris au CE2, on va récapituler ça et on va utiliser la notion de dizaine et d'unité avec la boîte de 10. Mais, encore une fois, ce n'est pas du tout une représentation privilégiée. Je la mentionne parce qu'elle est importante quand même au CP. Elle va laisser la place à d'autres représentations. Et notamment les cubes multidirectionnels. Alors, les cubes multidirectionnels, je vous ai montré ici l'image. Il en existe plusieurs modèles, peu importe le modèle que vous utilisez. Certains ont leurs avantages, d'autres, voilà. Ceux-là sont un peu plus souples, ils ont une durée de vie plus longue. Mais il en existe d'autres modèles qui sont très bien également. Les cubes multidirectionnels, à quoi ils servent? Ils servent à créer des trains de cubes. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure d'écureuils et de souris qui étaient représentés par de trains de cubes. C'est une représentation concrète parce qu'on peut la manipuler, mais abstraite parce que ce cube vert peut représenter des enfants, il peut représenter des animaux, il peut représenter n'importe quelle quantité en réalité. Et une fois qu'on a modélisé ces quantités avec ce train de cubes, ce qu'on appelle le train de cubes, c'est une association de cubes, on va pouvoir les comparer en les plaçant l'un au-dessus de l'autre. Et évidemment, pour ceux d'entre vous qui ont suivi le webinaire sur la résolution de problèmes, préparez le modèle en barre.
voyez qu'ici, on est au CE1, on va pouvoir montrer que la façon dont on dispose les cubes importe peu, mais qu'on va toujours former la quantité de 32 de plein de manières différentes. Tout ça pour encourager les enfants à former des dizaines. On va utiliser effectivement les cubes pour comparer très très facilement et très visuellement et très immédiatement les quantités. C'est tout l'intérêt de ranger les cubes en dizaines et de former des dizaines. Et vous voyez qu'ici, on a le tableau de dizaines et d'unités qu'on va revoir beaucoup. Et je reparlerai tout à l'heure du code couleur. Ici, on va voir que les chiffres des dizaines sont identiques, donc on va comparer les unités. Dans un autre cas, si le nombre de dizaines était différent, ce serait inutile de comparer les unités. Ce sont des notions que vous connaissez bien. Et là, vous voyez que même au CE2, on continue à utiliser les dizaines, les cubes multidirectionnels. Ensuite, les cartes de numération, elles sont omniprésentes en fait, hein. Quand vous regardez, quand vous feuilletez les unités consacrées à la numération de la méthode de Singapour, on va avoir toujours ces cartes de numération. Et donc, elles vont plutôt servir d'accompagnement à des notions, à des représentations. Elles vont toujours être là. Par exemple, ici, on utilise la boîte de 10 et on peut compter de 20 à 30 puis jusqu'à 40 en comptant 10 par 10. On a la petite Alice qui utilise les cartes de numération dans sa tête en disant qu'elle va compter séparément les dizaines et les unités. J'ai mis les tableaux de numération en même temps que les cartes de tableau de numération. Ce que j'appelle tableau de numération, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure, c'est le tableau des dizaines et des unités. Vous voyez, les unités sont dans une colonne verte, les dizaines sont dans une colonne bleue, les centaines vont être dans une colonne rose, et on va ainsi utiliser ce même code couleur pour les cartes de numération, comme vous pouvez le voir ici. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va monter dans les nombres, et même quand on va descendre vers les nombres décimaux, on va toujours utiliser ce code couleur. Donc, on va habituer les élèves à, à bien placer les unités dans la colonne des unités et les dizaines dans la colonne des dizaines, et les centaines dans la colonne des centaines, etc. Vous voyez ici que on retrouve ce code couleur. On est au CE1, on est dans la première unité du CE1 où on a abordé les centaines. On va habituer les élèves à former des nombres. 400 plus 50 plus 3, c'est égal à 453. Et vous voyez qu'on va mettre aussi en lien les représentations entre elles. Dans ce tableau de numération, on demande aux élèves de représenter le nombre 475. Il peut le représenter avec les cartes de numération et donner la valeur de chaque chiffre. Le chiffre 4 vaut 400, le chiffre 7 vaut 70, le chiffre 5 vaut 5. Et on le visualise grâce au matériel de base 10. Vous voyez que tout cela est très cohérent. On va retrouver ça également au CE2. Alors, petite mention ici, c'est que vous constatez que quand on arrive au millier, on retrouve une couleur verte et aux dizaines du millier, une couleur bleue. À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va retrouver le système avec les 3 par 3. Les milliers étant l'unité, on va retrouver ensuite la nomenclature dizaines de milliers en bleu, puis centaines de milliers en rouge. Comme vous le voyez ici, jusqu'au CM2, on va arriver avec les milliards, les millions, etc. Donc, une grande cohérence dans le choix des couleurs, de plus en plus foncées, en l'occurrence, et aussi dans l'utilisation d'un matériel systématique pour que les élèves soient dans quelque chose, dans un environnement rassurant et familier. Le matériel de base 10 que je ne présente plus, il est extrêmement connu, hein, mais on va utiliser du matériel de base 10 pour comparer 45 et 49, former des dizaines, former des centaines. Très important d'avoir un matériel de base 10 qui est unicolore, hein, parce que sinon, vous pouvez créer une ambiguïté chez les enfants qui serait de dire que ben, la couleur. Vous voyez, quand on est dans le tableau des dizaines et des unités, la couleur a une signification, c'est qu'elle donne la valeur de ce qui s'y trouve. Un 5 dans les dizaines, ça vaut 10 fois plus qu'un 5 dans les unités. Mais si vous changez la couleur et que par exemple une plaque de centaines n'a pas la même couleur qu'une plaque de dizaines, ça laisse supposer pour les enfants que
le bleu n'a pas la même valeur que le rouge. Et c'est pas du tout ça qu'on veut dire. Donc c'est important que, je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, mais que le matériel de base 10 soit unicolore, et c'est comme ça que l'avait d'ailleurs conçu Maria Montessori. En tout cas, utilisé Maria Montessori. Donc évidemment, le matériel de base 10 va permettre d'unifier des unités pour former une dizaine, va permettre d'unifier des dizaines pour former une centaine. On va ici retrouver nos représentations, 3 centaines plus une dizaine plus 5 unités, ça donne 315. Et on voit bien les 3 représentations qui sont ici. Ensuite, quand on va arriver c'est au début du CE1, hein, c'est un moment très important pour les enfants. C'est le moment où on va assembler les centaines pour faire le cube des milliers. Et puis, c'est pas fini. On va utiliser les milliers pour former des nombres. 1354 ici, qui est représenté, toujours avec le code couleur. Et puis, vous voyez, ça c'est au CM2. Les centaines de milliers. Est-ce que c'est au CM2? C'est peut-être au CM1, j'ai un petit trou de mémoire. On va même montrer aux enfants, pour qu'ils se fassent une représentation proportionnée des quantités, ce qu'est un cube de milliers. C'est 1000 cubes unités, 10 000, 10 000 cubes unités, c'est 10 cubes de milliers. Et là, vous voyez comment on va représenter les centaines de milliers. Donc tout ça crée une grande cohérence dans les représentations. Les disques nombres, que là, nous aussi, nous avons fabriqués pour être cohérents avec les codes couleurs, on retrouve le vert des unités, le bleu des dizaines, le rose des centaines, le vert des milliers, le bleu des dizaines de milliers, le rose des centaines de milliers, etc., etc. Mais on descend aussi, c'est-à-dire que les dixièmes, les centièmes, les millièmes vont également aborder le même code couleur, que vous pouvez remarquer qui est inversé. Pour les disques nombres, on va les utiliser à partir du CE2 pour représenter, en plus du matériel de base 10, en plus des cartes de numération, on va utiliser les disques nombres qui sont donc plus abstraits, puisqu'on va représenter comme des petites additions en fait, hein, de centaines, de dizaines et d'unités. Toujours unitaire, je précise. Les disques nombres, c'est toujours 100, 10 ou 1, mais ça ne peut pas être 200 ou 20. On va utiliser 2 disques nombres de 100 pour former 200. Je précise d'ailleurs qu'on pourrait, alors ce n'est pas le cas actuellement dans nos éditions de Singapour, mais on pourrait imaginer que dans un stade d'abstraction supplémentaire, un disque vierge qui n'aurait pas de couleur et qui n'aurait pas de numéro prenne sa valeur du fait qu'il se trouve dans la colonne des unités, du fait qu'il se trouve dans la colonne des dizaines et du fait qu'il se trouve dans la colonne des centaines. Ce sont des exercices d'approfondissement que vous pouvez faire avec vos élèves. Vous voyez qu'ici, les disques nombres, on va les utiliser pour le CE2, toujours avec ces codes couleurs qui se foncent, on va dire, et puis jusqu'au CM2 avec les 10 millions là. Et puis même le milliard. Vous voyez que cette présentation du matériel, qui est terminée d'ailleurs, hein, c'est tout le matériel qui est nécessaire euh, à la numération et aux opérations dans la méthode de Singapour. Toute cette présentation de matériel permet de vous en montrer la cohérence euh, et aussi permet de voir comment on peut l'utiliser, le fameux transfert, dans d'autres notions. On va transférer la numération, on va transférer comment dire, l'expertise, le savoir-faire, les compétences que les élèves ont acquis dans le fait de former des nombres de 10, de 100, de 1000, etc., pour le transférer à la notion de décimaux. Et ici, on voit bien qu'une unité est représentée par 10 dixièmes, que 1 dixième est représenté par 10 centièmes, et on applique cette représentation sous forme de disque nombre au carré de base 10 qui font écho évidemment au matériel de base 10. Et ici, on va montrer à quel point dans une unité, on peut séparer l'unité en 2 dixièmes. Et là, je crois que nous sommes effectivement au CM2, 235 millièmes du carré est coloré, et qu'on voit en zoomant comment est-ce qu'à l'intérieur du matériel de base 10, on va pouvoir visualiser 1 millième. Donc on poursuit la logique jusqu'au bout. Ces représentations, je l'ai déjà dit, mais j'insiste,
ne se contente pas d'être adaptées au niveau de la classe, adaptées à la notion et présentées dans un ordre cohérent. Elles sont liées entre elles, c'est-à-dire qu'on fait des liens explicites pour les élèves, autant que faire se peut. Au fur et à mesure qu'on présente une nouvelle représentation, ici les boîtes de 10, on va les associer aux cartes de numération. Une fois qu'on présente le matériel de base 10, on va l'associer au tableau des nombres et on va l'associer aux cartes nombres. Et on va l'associer aux autres représentations que sont l'écriture cursive et l'écriture additive. Et 1236, c'est tout ça à la fois. De la même manière, ici nous sommes au CM2, nous allons associer les cartes de numération avec les disques nombres et le tableau de numération. J'ai donc fini sur la présentation de ce matériel qui est à la fois, vous comprenez, hein, dans la représentation concrète, imagée, abstraite, on a des objets de manipulation qui sont représentés sur le fichier, qui sont mis en lien entre elles, et toutes ces représentations, avec un niveau d'abstraction qui grandit, le cube multidirectionnel est plus concret que le matériel de base 10, qui est plus concret que les cartes de numération qui sont plus concrètes que les disques de numération, etc. Donc tout ça va permettre de installer dans les élèves, pour les élèves, euh, une compréhension de la valeur de position du système décimal très profonde et sur le temps long. Une fois que ces outils sont mis en place, évidemment, on ne s'arrête pas là, on va les utiliser pour le calcul. Sinon, ça serait trop facile. Donc, on va passer toujours pour le calcul posé par la manipulation. Et vous allez comprendre pourquoi. On va utiliser ces représentations multiples à chaque fois au service de la compréhension, bien sûr. Toujours une approche guidée et progressive et du simple au complexe. Et une remarque, on va faire un gros travail sur les estimations. D'ailleurs, avant de vous présenter la progression en calcul et en opération, quelques petites remarques à avoir en tête. Premièrement, la soustraction posée, vous allez le voir, elle se fait avec échange et non avec retenue. C'est important de le comprendre, c'est grâce à la manipulation. Donc on peut aussi parler de l'approche anglo-saxonne versus l'approche française. Elle s'est beaucoup généralisée, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Euh, les nombres décimaux sont abordés au CE1 et CE2 par la monnaie. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est quand même important de l'avoir en tête puisque les nouveaux programmes présenteront les nombres décimaux dès le CE1 et le CE2, mais ils ne sont pas abordés en tant que nombres décimaux, c'est-à-dire ils ne sont pas abordés en tant que fractions décimales, ils sont abordés par l'utilisation des centimes qui va permettre aux élèves de s'approprier, enfin de s'accoutumer à la virgule et au calcul. On va pouvoir additionner et soustraire des sommes de monnaie, notamment en posant les opérations. Euh, un point important aussi, c'est que à Singapour, la technique de la division à deux chiffres n'est pas enseignée de toute l'école primaire. À partir du CM2, on utilise la calculatrice. Donc en fait, la division à poser à deux chiffres n'est pas enseignée. Nous, dans notre version française, nous avons ajouté quand même des séances consacrées à la division à deux chiffres. Mais une remarque importante, c'est que c'est très chronophage pour que les élèves maîtrisent ce savoir-faire. Donc ayez en tête que quand on utilise la méthode de Singapour, on va moins se concentrer sur la technique opératoire que sur la résolution de problèmes, hein, c'est le principe de la méthode de Singapour. Donc on va surtout utiliser la calculatrice, alors pas trop tôt, bien sûr, mais à partir de CM2. Raison pour laquelle vous allez voir peu de séances consacrées à la division à deux chiffres à Singapour. Vous voyez, la calculatrice n'est utilisée qu'à partir du CM2. Euh, à partir du CM1, on va avoir une estimation du résultat qui est systématique. Ça, c'est important. Ça va rentrer dans le calcul mental. Donc, si je fais un webinaire spécifique sur le calcul mental, j'approfondirai ce point. C'est évidemment quand même associé à des représentations visuelles, donc qu'on va regarder ici rapidement. Mais c'est quand même important de comprendre que dans l'approche du calcul mental par Singapour, il y a la notion de vérification du calcul, d'estimation, de, euh, de temps gagné à avoir l'ordre des grandeurs, avoir le sens des nombres et des quantités. Et ça, c'est systématique à chaque fois qu'un calcul est demandé. Et
je l'ai déjà dit, mais ça c'est important, la manipulation d'objets peut et même doit se faire jusqu'au CM2, même si évidemment elle se fait moins souvent, hein, mais c'est quand même important que les élèves continuent à manipuler des objets, notamment le matériel de base 10 et les jetons, jusqu'au CM2. Alors, rentrons maintenant dans la progression. Je vous propose d'abord de parler des additions et des soustractions. Des additions et des soustractions, puis ensuite on fera les multiplications et les divisions. Donc, l'addition, soustraction posée au CP, vous voyez ici qu'on utilise le matériel de base 10, on est sur le second semestre évidemment du CP, hein, mais on va vraiment poser l'opération, placer les matériels de base 10 dans des colonnes respectives de dizaines et d'unités, aider les élèves à combiner les dizaines ensemble, les unités ensemble. Et vous voyez qu'il y a aussi cette représentation de décomposition des nombres par le petit Maël. 24, c'est 20 plus 4. 12, c'est 10 plus 2. On va faire 20 plus 10 et 4 plus 2. De la même manière, on va additionner 37 et 28. Et ici, bien sûr, on va faire la retenue, ou plutôt l'échange, hein. On va échanger 10 unités contre une dizaine, ce qui va permettre aux élèves de manipuler et de prendre conscience de ce qu'une dizaine, c'est bien 10 unités, et de comprendre pourquoi on pose les opérations de cette manière-là. Vous voyez qu'ici, on aborde la notion d'échange. C'est vrai aussi, bien sûr, euh, au, on va également aborder les cartes de numération qui vont euh, euh, appuyer la représentation avec le matériel de base 10. Quel nombre vaut 50 de plus que 223? Eh bien, on va ajouter 5 dizaines à la colonne des dizaines. 223, on ajoute 5 dizaines, on a bien 273. Là, pareil, la comparaison, quel nombre vaut 5 de moins que 36? On va soustraire ici. Et on aborde la soustraction en barrant dans les tableaux les quantités supprimées. Et vous voyez qu'il y a une cohérence, hein, on retrouve les mêmes présentations pour faire le pendant addition-soustraction. Alors, addition et soustraction posées, on gagne à chaque fois en abstraction. Ici, 132 poissons rouges, 64 poissons noirs, combien de poissons en tout? On doit additionner 132 et 64. On utilise du matériel de base 10 et ensuite on le représente de façon abstraite dans le tableau de numération CDU. Pareil pour la soustraction, on va retrouver exactement la même séquençage dans la séance. Il y a 178 petites tortues, 54 grosses tortues. Combien de petites tortues y a-t-il de plus que de grosses? Donc c'est bien une comparaison et on va soustraire. Vous voyez toujours cette cohérence dans la présentation. Addition et soustraction posées, 347 plus 25. Ici, on va devoir faire une retenue, former une dizaine à partir des unités isolées. Et puis, pour la soustraction, 63 galets moins 47. 63 moins 47. Et on va prendre une dizaine qu'on va séparer cette fois-ci. Les élèves vont la séparer une à une, hein. Ils vont séparer les unités pour les mettre dans la colonne des unités. Ce qui fait que l'algorithme, vous voyez, euh, abstrait de poser une retenue prend tout son sens. On comprend ici sur euh, l'image de gauche que le petit 1, le 14, vient de la dizaine qu'on a formée en prenant 10 unités isolées. Donc on a fait 7 unités plus 5 unités, ça fait 12 unités. Et ben, la dizaine, elle se trouve ici en haut du 4, mais les élèves peuvent la voir, la sentir, la toucher. Et de la même manière, pour la soustraction, et c'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure, on va procéder par échange et non pas par retenue, hein, c'est vraiment la méthode anglo-saxonne. On va supprimer une dizaine, c'est-à-dire qu'on avait 60, on avait 6 dizaines,
puisqu'on en a cassé une et qu'on la transforme en unité, eh ben, on barre le 6 et on met un 5. Et puis pareil, on va du coup mettre dans les unités 10 à la place de 13 à la place de 3. Et vous voyez, tout ça, c'est concret visuel. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est pour que les élèves aient toujours la, la, tout l'ensemble de la démarche. Ils peuvent revenir en arrière, ils peuvent recommencer, ils peuvent recompter, ils peuvent recalculer. Ce n'est pas une formule magique qu'ils apprennent, c'est pas une procédure qu'ils apprennent bêtement. En tout cas, ils l'apprennent progressivement avec cette manipulation. Donc, ils ont la preuve et ils ont la compréhension profonde de pourquoi ça marche. Là, on est au CE2, on gagne en niveau d'abstraction puisque les mêmes opérations vont être faites à partir des disques nombres. Et donc là, vous voyez bien que de la même manière qu'on avait pris des unités pour en faire une dizaine, grâce aux disques nombres, on peut plus facilement les regrouper. On va prendre 10 centaines pour faire un millier. On va prendre un millier et on va le casser en 10 centaines. Vous voyez ici la cohérence de la progression qui va permettre aux élèves de passer sans heurts, sans difficulté, du matériel de base 10 au disque nombre. On va le faire également ici, hein, c'est-à-dire cette représentation-là sous forme d'étapes, elle va être très utilisée à partir du CE2. On va l'utiliser pour la multiplication, pour la division, c'est-à-dire qu'on détaille aux élèves en réfléchissant à voix haute, en mettant un haut-parleur sur notre pensée. On commence par les unités, 0 unité plus 8 unités égale 8 unités. Ensuite, on additionne les dizaines, 5 dizaines plus 8 dizaines, c'est 13 dizaines. Donc on échange 13 dizaines contre une centaine et 3 dizaines. Et tout ça est détaillé au fur et à mesure. Et vous allez voir que dans la ritualisation de cette démarche, on accompagne les enfants au fur et à mesure. Ça permet également, cette même démarche, de utiliser les nombres décimaux. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, on va reprendre les mêmes représentations, le matériel de base 10, les jetons. On va les mettre en lien entre elles. 5 dixièmes plus 4 dixièmes égale 9 dixièmes, ça c'est sur le matériel de base 10. 0,5 plus 0,4 égale 0,9, ça c'est avec les disques nombres. 9 dixièmes plus 8 dixièmes égale 17 dixièmes. Et 17 dixièmes, c'est une unité, plus 7 dixièmes. Vous voyez qu'ici, on va le représenter également. Et toujours avec cette démarche par étape, on aligne bien les virgules pour poser l'opération, on additionne les dixièmes, on a 17 dixièmes, donc on va avoir une unité entière que l'on retrouve ici, etc. Je ne vais pas vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire tous les calculs en détail, mais c'est juste pour voilà, vous faire partager mon enthousiasme pour cette grande cohérence dans les représentations. J'aborde maintenant les multiplications et divisions. Je vais juste vérifier une chose, c'est que je n'ai pas pris l'heure avec moi, donc je vais regarder quelle heure il est. Il est 15h08. Je vais donc accélérer le mouvement. Donc, multiplication et division au CP, je reviens un peu, là on n'est pas dans le calcul posé, mais évidemment, dès le CP, les 4 opérations sont présentées aux enfants. Donc, par des situations concrètes, on va calculer des groupes d'objets, des tartes, des gâteaux, des fourchettes. Euh, on va également diviser des groupes d'objets, soit en division partition, soit en division quotition, pour former des groupes égaux. Euh, Au CE1, on va retrouver beaucoup de représentations concrètes avant de présenter les multiplications et les divisions posées, bien sûr. Et notamment, ces représentations vont se ranger au fur et à mesure. Elles vont s'ordonner de manière à ce que les élèves, vous le voyez ici en bas de la page, euh, aient des représentations et ça introduise au fur et à mesure la notion de commutativité de la multiplication. Parce que 2 fois 4, c'est bien 2 lignes de 4, mais 4 fois 2, c'est bien 4 lignes de 2, hein. Donc, on a bien le, le, la commutativité de l'addition qui est représentée ici, pour l'instant de manière informelle, de manière implicite, et puis elle va s'expliciter dans la deuxième partie du CE1, où là, vous voyez que la petite Adèle dit 2 fois 3, c'est égal à... il y a 2 fois 3 à gauche, il y a 3 fois 2 à gauche, 2 fois 4, c'est 2 de plus que 2 fois 3, 4 fois 2, c'est 4 de plus que 3 fois 2.
attendez, 4 fois 2, c'est 2 fois plus que 3 fois 2. Et donc, on voit bien ici que 2 fois 4 a la même valeur que 4 fois 2. Ici, cette représentation est très importante dans la multiplication et la division, hein. C'est la représentation en quadrillage qui permet de percevoir la commutativité selon qu'on compte les lignes ou qu'on compte les colonnes. Vous voyez au CE2, on va réutiliser les cubes spécialement pour la multiplication cette fois-ci. Et on va utiliser justement cette notion de... c'est là où c'est important que les cubes soient multidirectionnels, c'est-à-dire qu'on peut faire des carrés comme ça, parce qu'on va pouvoir concrètement compter les lignes et les colonnes et constater qu'il y a toujours le même nombre, hein. Ici, on a nos 15 cubes, c'est 3 lignes de 5 ou 5 colonnes de 3. Toujours ces mêmes représentations, ça va permettre aussi de comprendre que 5 fois 6, c'est égal, 6 fois 6, c'est égal à 5 fois 6 plus 1 fois 6, que 7 fois 6, c'est égal à 5 fois 6 plus 2 fois 6. Et donc, vous voyez, grâce à ces représentations visuelles, on va aborder des notions de calcul mental et de représentation des nombres très cohérentes. On voit qu'on poursuit toujours avec ces mêmes représentations pour aborder les tables de multiplication, hein. Les tables de multiplication sont abordées comme voilà, on aborde les tables de multiplication les plus simples au CE1, donc c'est 2, 3, 4, 5 et 10, et puis 6, 7, 8, 9 au CE2. Donc on voit ici qu'on retrouve toujours la même représentation où les élèves sont habitués cette fois-ci non plus à voir la commutativité de la multiplication, 2 fois 6 égale 12, mais aussi le lien entre multiplication et division. Parce que si on prend deux lignes de 6 cubes qui font 12, on peut aussi diviser les 12 en 6 groupes de 2, et puis on divisait 12 en 2 groupes de 6. Donc vous voyez que la division partition et la division quotition sont également largement favorisées dans leur compréhension par l'utilisation des cubes. Tout ça est magique. Encore mieux, au CE2, on va aborder ici les multiplications posées, toujours grâce à la représentation en cube. On pose la multiplication 12 fois 2. Bon, bah alors on va utiliser, comme d'habitude, nos représentations imagées. Donc on a 10 plus 2 qu'on va multiplier par 2, donc ça fait 10 plus 2 plus 10 plus 2. On multiplie les unités, hein, on a mis en valeur ici que c'est 2 fois 2, donc c'est bien 4. Et puis ensuite, on va multiplier les dizaines. 2 dizaines, ça fait 20. Et donc le résultat, c'est bien 24. On va toujours progresser en abstraction en utilisant les disques nombres. Là, en l'occurrence, c'est sur la division, hein. On divisait 39 par 3. Eh ben, on a 3 dizaines et on a 9 unités. On divise d'abord les dizaines, et puis après, on divise les unités. Et vous voyez que de cette manière-là, on introduit la division euclidienne au CE2, mais toujours, 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 toujours de manière concrète et sensorielle. Pareil, on avance, hein, sur division multiplication au CE2. Cette représentation en colonne, on va faire 15 fois 3. 15 fois 3, ça permet de voir que 3 fois 10, pardon, 3 fois 5, ça fait 15. Donc on va écrire 15 sur une première ligne. Et 3 fois 10, ça fait 30. Et donc, c'est une autre technique qui est moins connue. Alors, je ne sais pas si vous l'utilisez, si vous la connaissez. C'est une autre technique pour poser l'addition, mais qui est également rendue possible par la représentation visuelle et par l'utilisation de ce matériel et de ces modèles. Et pareil, alors ça, je fais petite remarque là-dessus. C'est assez spécifique, hein, dans la méthode de Singapour. C'est-à-dire que pour les divisions euclidiennes, mais pour les multiplications aussi, on va vraiment accompagner les élèves pas à pas dans leur premier calcul. Et à chaque fois qu'on va aborder une nouvelle notion, est-ce que c'est une retenue supplémentaire? Est-ce que c'est des nombres un peu plus grands, 3 chiffres, 4 chiffres? Est-ce que ce sont des nombres décimaux? On va reprendre cette progression pas à pas. Vous voyez que la division euclidienne, là, on a des cases qui va bien permettre aux élèves de détailler chaque étape. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de 49 divisé par 3? Comment est-ce qu'on trouve le quotient? Comment est-ce qu'on trouve le reste, etc. Euh, Ça, vous pourrez y passer du temps. C'est très amusant même moi, enfin, j'avais tellement appris l'algorithme de la division euclidienne que j'avais presque oublié
comment ça fonctionnait en réalité. Et dès qu'on revient à l'étape de manipulation, eh ben, tout s'éclaire et on se dit qu'on aurait dû apprendre de cette manière-là. En tout cas, c'est ce que je me suis dit, moi. Pareil pour les multiplications et divisions posées. Je vais un peu accélérer à ce stade parce que je suppose que vous avez compris le principe général. Euh, Au CM1, on va introduire les diviseurs et les multiples. Donc là, ce sont vraiment des notions nouvelles. C'est des notions nouvelles, mais qui font complètement écho Là aussi, on est dans un transfert de connaissances, hein. Vous avez appris à multiplier, vous avez appris à diviser, vous avez appris la commutativité de la multiplication, vous avez appris le lien entre multiplication et division, vous avez appris à représenter les multiplications et les divisions grâce à des représentations simples, hein, des quadrillages. Et ben, grâce à ces quadrillages, vous pouvez pointer du doigt où sont les diviseurs et où sont les multiplicateurs. Pardon, les multiples. Donc ça, c'est vraiment très précieux parce que, évidemment, à chaque fois qu'on introduit du vocabulaire nouveau, ben, il y a le risque que les élèves aient du mal à le retenir ou confondent ce que c'est qu'un diviseur et un multiple. Alors que là, la dimension concrète permet de diminuer ce risque. Euh, Au CM2, on va continuer à faire des divisions posées de plus en plus longues, hein, évidemment, avec notamment l'introduction des nombres décimaux. On va même apprendre à diviser 5 par 4 en utilisant la division euclidienne. Mais tout ça devient très simple avec les jetons et la démarche par étapes. Un petit point, mais je vais y revenir tout à l'heure à propos de la ligne numérique. Donc, au CM2, comme je l'ai dit, on utilise la calculatrice. Pourquoi? Parce que le cœur de la méthode de Singapour, ce sont les problèmes, ce sont les raisonnements mathématiques. Donc, en fait, en général, les auteurs de la méthode de Singapour utilisent des données numériques qui sont volontairement simples. Il ne faut pas confondre les objectifs didactiques. Quand on résout un problème, on cherche un raisonnement, on ne cherche pas un expert en calcul, mais on peut aussi autoriser les élèves à utiliser la calculatrice. Mais vous voyez que même quand on utilise la calculatrice, on va d'abord estimer les résultats. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise la calculatrice qu'on ne calcule pas. On attend quand même des élèves qu'ils développent une expertise en calcul mental. Donc, vous voyez qu'on va donner des techniques. 92,7 divisé par 15, c'est à peu près 100 divisé par 20. Donc, 100 divisé par 20, c'est à peu près 5. Donc, si l'élève trouve comme solution à son problème 43 euros, bah, il saura qu'il s'est trompé. Et donc, vous voyez, on va habituer les élèves à procéder par estimation et approche. Ils vont être en ça aidés, mais pas que, hein, par la droite numérique. Et c'est la dernière partie de ce webinaire. Je me rends compte que vous aurez assez peu de temps pour vos questions, mais je vais quand même prendre le temps qu'il faut pour vous répondre. Je vous rappelle aussi d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez poser ces questions sur le Q&R en haut à gauche de votre écran. Donc, dernier sujet que je voulais aborder à propos de la numération et du calcul, l'utilisation de la droite numérique. Alors, pourquoi la droite numérique? Déjà, parce que c'est une représentation spatiale qui est liée à la comptine numérique. Il y a un ordre des nombres. Donc on peut compter de gauche à droite, 1, 2, 3, 4, 5. On peut aussi compter de droite à gauche et donc soustraire. On peut compter à rebours sur la comptine numérique. On peut aussi d'ailleurs faire déduire à certains enfants qui en auraient l'intuition qu'il y a des nombres à gauche de 0, à savoir les nombres négatifs, relatifs. Donc, c'est aussi une aide au calcul mental, parce qu'en tant que représentation, c'est très très efficace. Une représentation visuelle, la frise numérique, ça permet d'additionner en se promenant à droite, de soustraire en promenant à gauche, de multiplier en faisant des bonds de 2 plus 2 plus 2 plus 5 plus 5, etc., comme vous allez voir. Et puis aussi faire le passage à 10, c'est-à-dire qu'on va visualiser le passage à 10, 5 plus 7, mais il faut combien pour aller jusqu'à 10? Il faut 5, et il reste 2, donc ça va faire 12. C'est aussi une aide pour comparer, estimer, arrondir toutes les compétences de cycle 3 que j'ai mentionnées. Euh, et puis, de façon aussi très importante, évidemment, c'est que ça permet de passer des quantités discrètes aux quantités continues. Parce que grâce à la frise numérique, on voit bien qu'il y a quelque chose entre 0 et 1. Entre 0 et 1, et ben, il y a quoi? Il y a les nombres décimaux, il y a les fractions. Et ça va permettre aussi de comprendre les notions de longueur, de durée. Donc, c'est une représentation visuelle qui est très, très riche. Raison pour laquelle nous l'utilisons beaucoup. Alors, au CP, la ligne numérique, c'est une simple progression pour compter. On va dire 9 plus 2, je compte 2 fois 9 plus 2, ça fait 9 plus 1, 10 plus 1, 11. On va additionner sur la bande numérique parfois 3 chiffres, parfois 2 chiffres.
On va également compter de 10 en 10, 36, plus 10, ça fait 46, plus 10, ça fait 56. Et quand on veut additionner 24 et 12, eh ben, on va aller jusqu'à 34. 24 plus 10, ça fait 34, plus 2, ça fait 36. Vous voyez qu'on a une méthode différente de calcul du calcul posé. Et voici, on commence par la dizaine et non pas par l'unité. Au CE1, de la même manière, on va exploiter le fait que cette année-là, on aborde les notions de table de multiplication pour faire des suites numériques. 47, alors là, on va compléter, il faut trouver le nombre manquant, en l'occurrence, c'est une unité. Puis 75, 85, l'enfant doit déduire qu'il manque un 10, donc ça va être 95, etc. Et donc, la frise numérique va permettre de la fameuse notion de suite qui est si importante dans l'algorithmique, hein. Quand on va faire un 300 moins 196, on va expliquer aux enfants que grâce à la frise numérique, ils ne sont pas forcément obligés de poser les calculs. Ils peuvent faire un calcul mental en se représentant la frise numérique. 300 moins 196, c'est combien il me faut pour pour me promener de 196 jusqu'à 300. Et ben pour aller à 200, il ne me faut que 4. Donc je vais faire 4. Et puis, je vais faire 100 pour aller jusqu'à 300. Oui, c'est des techniques très, très utiles pour le calcul mental et pour la dextérité, on va dire, pour la représentation visuelle. Alors, au CE1, on va, comme je le disais tout à l'heure, utiliser la représentation des multiplications. Vous voyez toujours cette cohérence dans la représentation. La table de multiplication par 2, on va compter de 2 en 2. La multiplication par 10, on va compter de 10 en 10. La multiplication par 5, on va compter de 5 en 5. Et la multiplication par 3, on va compter de 3 en 3. Au CE2, de la même manière, on va trouver ces suites numériques qu'on va compléter, ces astuces de calcul qui va, vous voyez, ça c'est même Alice qui le dit, elle dit, souviens-toi, tu peux transformer une soustraction en une addition à trous. 300 moins 145, c'est comment je fais pour aller de 145 à 300. Donc vous voyez, on va habituer les élèves à ces techniques opératoires, indépendamment donc de la technique posée. Je m'appesantirai plus longtemps, évidemment, le mois prochain lors du séminaire sur les fractions et les nombres décimaux, au propos de en quoi la ligne numérique peut également permettre de représenter des fractions. On voit bien que ici, lorsqu'on compte sur une droite numérique, les nombres augmentent d'une unité à chaque fois, mais à l'intérieur d'une unité, eh ben, il y a un quart, deux quarts, trois quarts. Et vous voyez que là, les élèves vont faire très facilement le lien entre les nombres décimaux et les fractions. Vous voyez également que les cubes ont permis de représenter des fractions. Mais je ne veux pas trop ruiner le suspense pour le prochain webinaire, qui, je suis sûr, est très attendu par vous, puisque c'est la principale nouveauté des prochains programmes, hein, d'avoir des fractions dès le CE1, mais dans la méthode de Singapour, on fait les fractions au CE1 et même dès le CP, en réalité, depuis le début. La ligne numérique, voilà, là c'est pour montrer comment elle permet d'arrondir. C'est-à-dire qu'on voit bien que la visualisation sur la ligne numérique va permettre de euh, visualiser quel est, par exemple, 48, est-ce que c'est plus proche de 50 ou de 40? 23, est-ce que c'est plus proche de 20 ou de 30? Et donc d'aider les élèves à estimer leurs résultats. Et d'arrondir. Alors, ça aussi, c'est très présent, notamment au début du CM1, la notion d'arrondir à la dixième au dixième le plus proche, à la dizaine la plus proche, à la centaine la plus proche, au centième le plus proche, etc. Ça fait partie de tout le début du programme de CM1. Et au CM2, vous voyez qu'on va mettre en lien toutes ces représentations, que c'est un bon bilan pour ce webinaire, puisqu'on les voit toutes ensemble. La droite numérique, ici, le Luxembourg a une population de 602 005 habitants. Ce nombre se lit 602 005. Et voici plusieurs représentations de ce nombre. Donc on voit qu'on peut, qu'on peut représenter 602 005 sur une droite numérique. On peut le représenter avec les disques nombres. On peut le représenter avec les cartes nombres. On peut le représenter sur le tableau de numération. Et de la même manière avec les millions.
Une dernière petite remarque, la ligne numérique va permettre aussi de résoudre des problèmes de durée. Et ça, c'est intéressant parce que les problèmes de durée, ça fait partie de ces problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec le modèle en barre. Il faut se balader sur la frise numérique pour pouvoir résoudre des problèmes de durée qui ne sont pas forcément très intuitifs. Donc, vous voyez là, ici, deux exemples, un au CE2 et puis un au CM1, je crois. Euh, Merci beaucoup pour votre attention. J'ai un peu dépassé le temps habituel. Je vous annonce les prochains webinaires. Mercredi 10 avril, les fractions du CPO CM2. Mercredi 15 mai, un focus spécial maternel. Et puis mercredi 13 juin, les mesures et la géométrie. Vous voyez qu'on va jusqu'à juin, mais si vous nous envoyez des messages pour nous demander un webinaire spécial sur le calcul mental, je serai ravi de l'organiser pour vous et de vous proposer une nouvelle date que nous vous communiquerons sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Je quitte la présentation pour voir si vous m'avez posé des questions sur le blog. Alors, quelqu'un me dit qu'il est intéressé par le webinaire sur le calcul mental. Très bien. Alors, pas de notion de boulier, me demande-t-on. Alors, le boulier, il n'est pas utilisé particulièrement dans la méthode de Singapour telle qu'elle existe aujourd'hui à Singapour et ni en France. Mais moi, ma réponse, c'est évidemment que si vous avez des bouliers en classe, vous pouvez les utiliser. C'est des outils de manipulation très, très utiles. Euh, et, euh, et donc, n'hésitez pas à utiliser le matériel que vous avez déjà en classe. Vous avez compris que moi, je suis très, comment dire, enthousiaste quand je vois la cohérence des représentations qui sont choisies, mais le boulier, c'est bien connu et très, très utile aussi pour les valeurs de position et pour le calcul mental. Euh, alors, il me semble avoir vu que l'écriture des nombres en lettres n'applique pas les règles de la nouvelle orthographe tirer entre chaque nombre, par exemple, etc. Alors effectivement, la librairie des écoles a fait le choix de ne pas appliquer les règles de la nouvelle orthographe. J'avais écrit une tribune sur le sujet, c'est un peu un sujet différent des mathématiques, on va dire. Mais voilà, c'est pour moi, ce n'est pas une recommandation officielle, c'est un choix qui est librement fixé euh, à la liberté pédagogique des professeurs. Et nous avons fait le choix de ne pas appliquer la nouvelle orthographe pour les nombres. Y a-t-il un matériel concret à manipuler pour la boîte de 10 CP ou est-ce uniquement l'observation du dessin? Alors, ce matériel existe, mais nous ne le proposons pas, enfin, nous ne le vendons pas particulièrement, mais vous pouvez le trouver chez n'importe quel revendeur de matériel pédagogique. Je ne vais pas faire de publicité ici, mais je suis sûr que vous les connaissez. La technique par cassage est la seule apprise. Il n'y a pas par compensation. Alors, ce que vous appelez par compensation, c'est effectivement ce que moi j'appelle la soustraction avec retenue. C'est l'algorithme français. Alors non, il n'est pas proposé dans la méthode de Singapour, mais moi, mon opinion est la suivante. Vous pouvez apprendre aux enfants à faire la soustraction posée avec retenue à la française, mais en ayant en tête que c'est compliqué à expliquer. Si on veut vraiment bien expliquer, en fait, il faut que les élèves aient déjà acquis une grande expertise dans la soustraction posée avec échange. Je pense que, mettons, vers la fin du CE2, début du CM1, vous pouvez peut-être dire aux élèves, ben, aujourd'hui, je vais vous apprendre une nouvelle technique, beaucoup plus élégante, parce que ça, il y a pas de rature, etc. Et expliquer pourquoi elle fonctionne. Ce qui est important dans toute la démarche et que j'ai essayé de vous démontrer, c'est enfin, en quoi toutes ces manipulations, ces représentations imagées permettre aux élèves de comprendre pourquoi on fait les algorithmes de la division comme ça, la soustraction comme ça. Donc c'est toujours important de faire passer le pourquoi avant le comment. Euh, je vois qu'il y a des personnes aussi qui écrivent sur la conversation. Alors, peut-on acquérir des manuels en anglais? Oui, vous pouvez d'ailleurs, si,
Enfin, la méthode de Singapour que nous avons traduit, nous, enfin, il y en a deux que nous avons traduit, mais principalement, c'est Shaping Math. Shaping Math chez Marshall Cavendish. Donc, si vous la voulez en anglais, vous pouvez la trouver ici, mais vous n'aurez pas tout le travail d'adaptation que nous avons fait avec Monica Ligoy et Chantal Critet. Je vois beaucoup de personnes qui me disent qu'ils sont intéressés par le calcul mental. Quelqu'un me dit que oui, pour la conservation, il faut faire monter les élèves sur un tabouret. Alors, oui, bien sûr, mais vous leur aurez fait comprendre une seule chose, qui est que additionner quelque chose, soustraire quelque chose de plus, c'est comme additionner quelque chose de moins. Pardon. Enfin bref, je me comprends. Vous aurez fait comprendre que si on retire quelque chose de plus grand, c'est comme si je vais pas y arriver. Oui, même moi, j'ai du mal à l'expliquer. Mais quand bien même j'y serais arrivé, la seule chose que vous aurez réussi à faire comprendre, c'est simplement un aspect particulier, mais qui suppose qu'avant ça, ils aient déjà très très bien intériorisé la notion d'échange d'une dizaine avec une unité. Là, on parle vraiment de la notion de système décimal, où on peut casser une dizaine pour en faire une unité. Pour moi, c'est pas vraiment la même chose. Euh, pour l'apprentissage de la division français ou anglais, Alors, euh, alors là, pour le coup, il n'est pas clair pour moi qu'il y ait une différence entre les deux. L'apprentissage de la division français ou anglais. Je veux bien une précision si vous pouvez me la donner, ou sinon je me renseignerai et je pourrai vous répondre ensuite par mail. Je ne suis pas très au clair sur la différence entre la division française ou anglaise, si ce n'est que la présentation est différente, mais pour moi, c'est qu'une question de présentation. Attendez. Alors, quelle différenciation pour les élèves qui maîtrisent très tôt l'abstraction? Les fichiers proposent-ils des activités différenciées? Alors, deux remarques, celles que je fais souvent. Euh, Premièrement, les élèves qui maîtrisent très tôt l'abstraction, effectivement, c'est contre-intuitif, mais c'est un problème parce qu'il y a un moment dans leur scolarité où ils vont cesser de progresser en maths parce que le niveau d'abstraction sera devenu trop grand. C'est mon cas personnel, c'est-à-dire que moi j'étais très bon à l'école primaire parce que je savais très bien euh, suivre les procédures sans savoir, sans avoir de représentation visuelle dans mon esprit de ce que je faisais. Et quand je suis arrivé à partir de la première terminale, j'ai commencé à cesser de progresser en mathématiques et je me suis rendu compte que mes amis qui étaient bons en mathématiques, eux, avaient une représentation visuelle. Donc, pour répondre à cette question, il faut inciter les élèves à manipuler jusqu'au CM2. Vous pouvez, par exemple, mettre du matériel toujours à disposition dans une armoire qui lui est dédiée dans votre salle de classe et dire aux élèves qui sont allés un peu trop vite dans leur multiplication ou leur division, tiens, maintenant tu vas me faire la multiplication en allant prendre du matériel de base 10. Tu vas me faire cette multiplication, non pas pour trouver le résultat, mais pour vérifier le résultat. Et peut-être que comme ça, eux, ils vont s'habituer à, à manipuler de façon... et ça va être très important pour eux. Ça va permettre aussi dans votre classe, évidemment, de gérer les différences de rythme. La manipulation peut venir après, en gros, pour le résumer, pour les élèves qui sont plus avancés. Les fichiers proposent-ils des activités différenciées? Alors, les fichiers, alors là aussi, je vais préciser, euh, les fichiers de pratique autonome dans la méthode de Singapour, ils sont pour tous les élèves. Ce ne sont pas des fichiers de différenciation. Chaque élève, à chaque séance, doit avoir fait des exercices tout seul. C'est la raison d'être de ces fichiers. En revanche, d'une part, dans le guide pédagogique, il y a systématiquement des pistes de différenciation qui sont proposées à la fin de chaque séance. Et d'autre part, il est vrai que plus on avance dans les classes, et notamment quand on arrive au cycle 3, plus le nombre d'exercices, la difficulté des exercices laisse la place
on va dire à des exercices souvent qui sont cerclés de rouge ou qui sont, euh, voilà, qui sont un peu plus exploratoires, qui sont situés à la fin de la séance. Et si des élèves vont plus vite que les autres, vous pouvez leur proposer de les faire. Parce qu'à la fin, je pense que dans la pratique autonome, tous les élèves ne font pas tous les exercices. Alors que c'est quand même le but poursuivi par la méthode de Singapour. Mais c'est vrai que pour être réaliste, au CM2, il y a forcément une hétérogénéité qui s'est créée dans la classe plus grande qu'au CP ou au CE1. Euh, alors, on me pose la question sur une suite de la méthode de Singapour pour le collège aussi. Elle n'existe pas actuellement, mais elle existe potentiellement, puisqu'évidemment, à Singapour, ils n'arrêtent pas leur scolarité à la fin de l'école primaire, hein. Ils continuent jusqu'au terminal. Et d'ailleurs, les évaluations PISA et TIMSS sont des évaluations qui ont lieu à la fin du CM1, mais aussi à la fin de la quatrième. Donc, ça montre bien que la méthode de Singapour, c'est pas qu'une méthode du primaire. Euh, Est-ce que j'ai raté des questions? Euh, Encore une question sur l'anglais. Donc, c'est vraiment la collection Shaping Math qu'il faut aller voir. Beaucoup de personnes intéressées par le calcul mental. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on peut utiliser les droites numériques pour les nombres 8 et 9? Table de multiplication CE1. Oui, bien sûr. Alors, je ne vois pas pourquoi en principe on ne pourrait pas l'utiliser. Attendez. Vous dites une table de multiplication CE1. Les tables de multiplication par 8 et par 9 sont au programme du CE2. Donc, il y a deux questions en une, en fait. Est-ce qu'on peut apprendre les tables de multiplication par 8 et 9 au CE1? Moi, je ne le recommande pas. C'est bien d'avoir une progressivité quand même, de les apprendre sur 2 ans. Mais par contre, le fait de les représenter sur les droites numériques, bien sûr, on peut le faire. Là, je ne vous ai pas pris tous les exemples, toutes les pages, mais je suis sûr que c'est déjà le cas dans. Enfin, je ne peux pas m'en mettre à ma main à couper parce que je n'ai pas les fichiers devant moi, mais je suis sûr que ça doit être le cas dans Singapour. Comment faire avec certains parents qui expliquent une autre méthode d'opération que celle étudiée en classe, par exemple en division en CE2? Eh bien, c'est une très bonne question, très judicieuse. Moi, j'ai vu beaucoup de professeurs qui utilisent la méthode de Singapour, y consacrer un temps au début d'année. C'est-à-dire, voilà, quand on va présenter aux parents au début d'année la méthode, eh ben, on fait un focus méthode de Singapour. Voici ce qui est pareil, voici ce qui est différent. Ce que je viens de vous dire, par exemple, sur la soustraction posée avec retenue ou échange, si des parents veulent absolument faire la soustraction avec compensation, expliquez-leur ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que ça n'est pas interdit, mais il faut attendre la fin du CE2, le début du CM1, et il faut bien expliquer le pourquoi du comment. Sinon, le risque, c'est que les enfants suivent la procédure bêtement sans la comprendre et n'aient pas une compréhension profonde des mathématiques. Bon, je veux dire, cette question sur les parents dépasse le simple cadre des mathématiques, hein. On a tous appris différemment de ce que nos enfants apprennent. Mais effectivement, moi j'avais même un professeur de CM2 qui consacrait la réunion de début d'année à faire faire un problème aux parents, à faire faire un problème aux parents avec un modèle en barre, et pour convaincre les parents de l'efficacité de cet outil. Parce qu'évidemment, le modèle en barre, si vous l'utilisez, bah, les parents vont demander pourquoi. Allons-nous recevoir la présentation? euh, Vous n'avez pas reçu celle du dernier webinaire? Alors, normalement, elles sont accessibles sur le lien, hein. Euh, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez un lien YouTube sur lequel vous pouvez revoir le webinaire. Pourquoi la disposition des chiffres dans la multiplication des nombres décimaux par des nombres entiers ne suit pas la même logique d'alignement, unité, dixième, centième? Euh, Pourquoi la disposition des chiffres dans la multiplication des nombres décimaux par des nombres entiers ne suit pas la même logique d'alignement, unité? Je n'ai pas compris la question. Ah, page 49, fichier 2 CM2. Bon, comme la question est un petit peu technique, elle mériterait que j'aille voir de quel exercice vous parlez. Mais je vous répondrai par mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à jean.nemo@lalibrairiedesécoles.com pour que je réponde à votre question. Euh, alors,
quelle est à peu près la quantité de manipulation par rapport aux pages d'exercice dans le fichier? 3 séances de manipulation pour une séance d'entraînement à l'écrit? Ah ah, mais c'est une très bonne question parce que ça permet de préciser quelque chose. Il n'y a pas des séances de manipulation puis des séances d'entraînement. C'est à chaque séance, il y a de la manipulation, il y a de la pratique guidée et il y a de la pratique autonome. Donc en fait, les manipulations, elles sont courtes. On fait un exercice de manipulation. On n'est pas dans une pédagogie constructiviste, on est dans une pédagogie explicite. Donc vous faites une opération devant les élèves avec le matériel de base 10, par exemple. Vous la faites au tableau. Vous réfléchissez à voix haute, vous montrez toutes les démarches. Ensuite, vous faites des exercices de pratique guidée où les élèves vont à leur tour manipuler le matériel de base 10 que vous aurez distribué et écrire les réponses sur leur fichier. Et puis après, vous allez laisser le matériel de base 10 sur la table de chaque élève et sur le cahier pratique autonome, il va utiliser ou pas le matériel de manipulation pour répondre tout seul. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas des séances de manipulation et des séances d'entraînement écrit, hein. C'est vraiment très important de le comprendre. Il n'y a pas des manipulations à chaque séance d'ailleurs de mémoire, surtout plus on monte dans les années, mais c'est quasiment systématique au CPCE1, mais c'est tout aussi systématique au CPCE1 d'avoir des exercices écrits chaque jour. Je redis d'ailleurs une chose qui me paraît très importante, hein, c'est que faut jamais refaire, si vous décidez d'utiliser la méthode de Singapour, il faut faire confiance à la progression, bien regarder les guides pédagogiques, et donc ne jamais refaire 2 fois une séance. Parce que il est prévu que les élèves aient des difficultés incrémentales progressives. Et donc, même s'ils ont un peu moins bien compris un jour, ou même s'ils ont été absents, c'est pas très grave, ils pourront rattraper facilement. Mais par contre, ne refaites pas des séances, sauf vraiment grosse exception, parce que sinon, vous perdez tout le bénéfice de la progression de Singapour. Euh, La méthode de soustraction anglo-saxonne ne complique-t-elle pas le calcul dans une division euclidienne? Les élèves barrent les nombres et se perdent. Merci. Alors, oui, en fait, je comprends la remarque, et c'est aussi la raison pour laquelle c'est un peu les limites de l'adaptation de la méthode de Singapour en France. On ne fait pas de division euclidienne à 2 chiffres ou très peu, hein. C'est ce que je disais au début de la présentation. La division euclidienne à 2 chiffres n'est pas faite à Singapour. Nous l'avons ajoutée au CM2 pour tenir en compte des usages français. Il me semble que les nouveaux programmes, alors je ne sais pas, hein, je prends peut-être mes rêves pour des réalités, mais accorderont beaucoup moins de place à la division euclidienne à 2 chiffres. Pourquoi? Parce que c'est un savoir-faire qui prend énormément de temps à acquérir, et pendant ce temps-là, on ne fait pas d'autre chose. Or, quand on voit la, la profondeur et la richesse des notions qui sont enseignées par ailleurs à Singapour au CM2 et puis en sixième et en cinquième, on voit quand même le bénéfice qu'il y a à ne pas perdre trop de temps avec les divisions euclidiennes à 2 chiffres. C'est pas pour botter en touche, hein, mais c'est vraiment une des explications qui me vient à l'esprit immédiatement. Après, encore une fois, si vous voulez quand même beaucoup travailler la méthode de division euclidienne, enfin la division euclidienne euh, avec les méthodes anglo-saxonnes, enfin pardon, avec 2 chiffres, vous pouvez justement prendre sur vous de consacrer un moment d'explicitation de la méthode par compensation, de manière à ce que les élèves puissent effectivement suivre leurs calculs sans faire trop de ratures sur leur division. Après, le but de la division euclidienne, c'est aussi quand même qu'on arrive à un moment où on peut faire ce calcul mentalement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais appris au CM2. Donc, je posais pas les retenues sur mes soustractions dans la division euclidienne. Euh, Est-il nécessaire de suivre à la lettre le guide pédagogique dans l'ordre des séances proposées du CP au CM2? Pareil, je vais répondre en 2 parties. Premièrement, oui, c'est nécessaire de suivre à la lettre le guide pédagogique dans l'ordre des séances, puisqu'il est nécessaire de suivre les séances dans l'ordre, même si vous travaillez en binôme, plutôt que de vous partager géométrie et mesures, etc. Moi, je vous encourage vraiment à faire, toi, tu fais la séance 47, moi, je fais la séance 48, et puis ensuite, tu feras la séance 49, etc. L'ordre dans lequel les séances sont proposées du CP au CM2, c'est
je ne veux pas exagérer, mais c'est 80% de la valeur de la méthode de Singapour. C'est ça qui est irremplaçable et c'est ça et on ne pourra jamais réduire la méthode de Singapour à de la manipulation, à des modèles en barre, à je ne sais quel aspect épargne. La vraie valeur de la méthode de Singapour, c'est sa progressivité. Donc oui, il faut suivre le guide pédagogique à la lettre. Alors je dis ça voilà, sans m'emporter, mais d'autant plus si vous débutez. Après, au fur et à mesure, vous allez prendre de la distance, etc. Mais ce qui est important dans le guide pédagogique, c'est de comprendre le pourquoi du comment, quel est l'objectif de cette séance et comment est-ce qu'on va l'atteindre, et comment est-ce qu'on va y arriver. Après, euh, il peut arriver sur certaines séances, je pense notamment au CP, les phases de manipulation étaient un petit peu, enfin les phases de présentation de la notion, on va dire, et donc de manipulation sont un petit peu longues. Et dans ces cas-là, pour moi, il vaut mieux écourter la première partie, la partie de manipulation, pour pouvoir faire la séance en entier et ne pas avoir à refaire la séance la fois d'après. Donc c'est pour ça que voilà, pas forcément suivre à la lettre le guide pédagogique, plutôt suivre à la lettre le fichier. Euh, Quand est-ce que la soustraction posée à la française est-elle abordée? Ben, jamais dans la méthode de Singapour. Jamais. C'est votre liberté pédagogique de l'aborder avec les conseils que je vous ai donnés, mais c'est vrai qu'elle n'est pas formellement dans la méthode de Singapour. Eh bien, on me demande pourquoi les dixièmes sont roses et les centièmes sont bleus. Eh bien, tout simplement pour conserver la, le rapport de proportionnalité entre les unités qui sont vertes. Vous voyez, les unités sont vertes, les dizaines sont bleues et les centaines sont roses. Parce que comme je ne sais pas si vous voyez bien en fait ici, hop, mais ça permet qu'il n'y ait pas que le vert ne soit pas encadré par deux bleus et qu'on conserve bien la notion de 3-3. C'est toujours vert, bleu, rose, vert, bleu, rose, vert, bleu, rose. Alors évidemment, ça permet aux élèves aussi de voir que les dixièmes n'ont pas la même couleur que les dizaines. Euh, Je crois avoir répondu à toutes les questions qui ont été très nombreuses cette fois-ci et on a bien dépassé, une fois n'est pas coutume, le temps imparti. J'essaierai de préparer une présentation plus humble dans ses objectifs la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc encore une fois, le lien va être donné après, à la fin de ce webinaire. Vous pourrez le consulter et le partager. Euh, N'hésitez pas à faire part à vos collègues, vous étiez aujourd'hui très nombreux à faire part à vos collègues de ces webinaires. Ça serait la prochaine fois sur les fractions un sujet très important. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.